Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlement Hebdo en compagnie de Michael Zamès. Bonjour Michael, bonjour, vous remplacez pour Public Sénat Emmanuel Kessler. Nous allons donc passer en revue ensemble l'actualité de la semaine, marquée bien sûr par le départ du président Moubarak. Après 30 ans de pouvoir, jeudi soir il annonçait seulement déléguer ses fonctions au vice-président égyptien. Il a finalement cédé à la pression de la rue et quitté le pouvoir. Une semaine marquée aussi par le mécontentement du monde de la justice, ulcéré par les critiques de Nicolas Sarkozy. Semaine ponctuée par des reports d'audience dans presque tous les tribunaux de France et une grande manifestation ce jeudi, notamment à Nantes, d'où était parti le mouvement. Enfin, Nicolas Sarkozy et son rendez-vous face aux Français. 2h30 de discussion télévisée avec un panel de 9 personnes. Emplois aidés, mesures contre la délinquance des mineurs ou chantier de la dépendance. L'émission a rassemblé 8 millions de téléspectateurs, un peu moins que l'année dernière. Et avec nous sur notre plateau, Jean-Marie Le Guen, bonjour. Bonjour. Vous êtes député du Parti Socialiste de Paris. Vous faites campagne pour le retour de Dominique Strauss-Kahn, dont vous êtes l'un des fidèles, l'un des plus proches collaborateurs aussi. Vous allez donc pouvoir nous parler de cette petite phrase d'Anne Sinclair dans le magazine Le Point. Vous êtes aussi médecin, spécialiste des questions de santé. Et avec vous, bien sûr, nous allons aborder cette question importante de la loi sur la bioéthique à l'Assemblée nationale. Et évidemment, on va d'abord vous demander une première réaction à cette information de fin de semaine, le départ du président Moubarak. Il a quitté le pouvoir. C'était incontournable, inévitable ? Oui, c'était inévitable. Une page est en train de se tourner en Égypte aussi, après la Tunisie, mais finalement dans le monde arabe. Et peut-être même au-delà. Ce qui est en train de se passer est tout à fait exceptionnel. C'est quelque chose que nous avons connu, pour les plus âgés d'entre nous, à la fin des années 80, avec l'effondrement du mur de Berlin. Et là, c'est un mur psychologique qui est en train de tomber, en même temps qu'un mur politique dans ces pays dictatoriaux. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, c'est quelque chose de très important. Plein d'avenir, il y aura des allées, des retours, des avancées, des successions, des crises vraisemblablement. Mais en tout état de cause, c'est fondamental et c'est une nouvelle approche des pays arabes qu'il nous faut voir aujourd'hui. On parle de changement, mais c'est quand même Omar Souleyman qui a été vraiment l'homme de la politique d'Hosni Moubarak qui prend les rênes. Bien sûr, et sans doute l'armée derrière pèse également, mais on voit bien que ce pouvoir-là, pour la première fois, est obligé de composer avec l'exigence démocratique. Et quelque part, l'exigence démocratique a pris le leadership des opinions arabes. Celles qui ont vraiment changé le monde et qui demain vont pouvoir changer leur pays, et sans doute, je l'espère en tout cas, apporter d'abord la démocratie, en tout cas une certaine forme de démocratie, et deuxièmement, ce qui ira avec, je l'espère, une certaine forme de progrès et de justice, eh bien ceci a été rendu possible par le mouvement démocratique. On s'attendait, la plupart des experts, souvent les occidentaux, voyaient l'alternative entre un pouvoir islamique volontiers radical et de l'autre côté un pouvoir dictatorial qui aurait été plus compatible avec les normes internationales. Et surgit autre chose qui vient apporter une nouvelle donne qui est pleine d'espoir. Jean-Marie Le Guen, le président disait que c'était inéluctable. Vous aussi, vous êtes sur cette position. Hosni Moubarak devait partir. Oui, bien sûr. Moi, je ne confonds pas d'ailleurs complètement M. Moubarak avec M. Ben Ali. M. Ben Ali était un gangster, trop longtemps fréquenté. M. Moubarak est quelqu'un qui a fait vraisemblablement 1 ou 2 mandats de trop et qui, sur la fin, devant l'incapacité à résoudre les problèmes des aspirations démocratiques et sociales, est devenu de plus en plus dictatorial et de plus en plus improductif pour son propre pays. C'est quand même un homme qui a amassé une fortune considérable. Oui, j'ai appris ça d'une façon assez... Non mais, je veux dire par là, Moubarak est un homme qui a eu une histoire. C'est aussi l'homme de la paix au Moyen-Orient. Ça a été... une certaine forme quand même de modération dans les relations internationales. Incontestable des Occidentaux, en tout cas. Oui, mais pas simplement. Pas simplement, il a été aussi un défenseur d'une ligne intéressante, par exemple de l'autorité palestinienne. Donc, c'est pas, je pense que c'est une vision rétrospective un peu courte de ne le voir que comme un dictateur ou comme un allié des Occidentaux. Il a été aussi un personnage dans un monde arabe qui... Vous savez, le nationalisme arabe,
qui a été en son temps celui qui a porté le mouvement de la décolonisation et porté les espoirs des peuples et des masses arabes, a été incapable de s'épanouir parce qu'il a été incapable de résoudre la question démocratique et la question sociale. Et donc ce nationalisme arabe s'est refermé, on le voit en Égypte, on le voit dans d'autres pays, par exemple la Syrie, mais d'autres encore. Ce nationalisme a été incapable d'avancer parce qu'incapable de dominer la question démocratique et la question sociale. Eh bien là, on a l'impression que c'est le mouvement démocratique qui vient prendre pendant 30 ans d'obscurantisme la relève des espoirs des masses arabes. Quelle va être la place de la France au Proche-Orient et par rapport à l'Égypte aujourd'hui ? Écoutez, nous avons mal géré ce tournant. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne l'a non seulement pas vu venir, et à la limite, soyons modestes, mais nous ne l'avons pas senti au moment où il se passait. Et pire encore, on s'est plutôt mis du côté des obstacles que du reste. Donc, j'allais dire, nous sommes très mal partis. Mais au-delà des erreurs du gouvernement, je pense qu'il existe des liens objectifs, historiques, géographiques, entre la France et les pays arabes qui fera que nous avons vocation à converger, à travailler ensemble pour le développement, pour la paix, pour la coopération. Donc, je constate les erreurs, mais je pense que l'avenir est quand même positif pour nous. Ne plus avoir comme voisins, puisque la Tunisie, l'Égypte, les pays arabes, la Méditerranée n'est pas une frontière infranchissable. Ne plus avoir des voisins qui soient soit dictatoriaux, soit profondément dangereux, comme peut l'être un islamisme radical, c'est quand même une perspective très, très joyeuse, très enthousiasmante. Je ne néglige pas, je ne suis pas naïf, et je ne néglige pas les moments de retour en arrière, d'affrontement, de difficultés que nous connaîtrons. Jean-Marie Le Guen, on va passer à l'actualité française après avoir parlé de l'actualité internationale. Et lundi, évidemment, c'est la grogne des magistrats qui s'amplifie. Et il aura suffi d'une petite phrase de Nicolas Sarkozy fustigeant leur faute et menaçant les magistrats de sanctions dans l'affaire Laetitia pour déclencher une véritable tempête. Un mouvement sans précédent dans les tribunaux, c'est un reportage de Patrick Hermansen. Le vent de la fronde des magistrats est parti d'ici, du tribunal de Nantes. Aujourd'hui, il touche des dizaines de palais de justice. Les raisons de la colère sont partout les mêmes. Des propos d'un président de la République jugé scandaleux, méprisant. L'état d'esprit des magistrats, vous l'avez compris, c'est l'exaspération. C'est l'exaspération face au comportement d'un récidiviste. Le président de la République, il n'en est pas à sa première attaque des magistrats. Il y a une forme de mépris de l'institution par le président de la République. Je pense qu'il est largement temps de lui appliquer la peine plancher, puisqu'il faut être très dur envers les multirécidivistes. Qui est responsable de l'état dans lequel nous sommes, dans lequel est l'état de la justice aujourd'hui? Qui est responsable du fait qu'on ne peut pas faire bien notre travail? Si c'est nous, très bien, qu'on nous explique comment il faut faire avec des dossiers qu'on ne peut pas traiter parce qu'on n'a pas le temps de les traiter. La ligne de défense des magistrats, c'est l'absence chronique de moyens pour rendre la justice. Nous avons un vrai problème de moyens pour lutter contre la récidive notamment et je crois que les magistrats en ont assez d'être pris pour cible des carences du pouvoir exécutif dans la politique en matière de sécurité. Avec un peu plus de 7 milliards d'euros de budget pour la justice, la France est au 37e rang sur 43 pays membres du Conseil de l'Europe. Un chiffre que l'on retrouvera sans doute sur les banderoles jeudi dans les manifestations. Jean-Marie Le Guen, Nicolas Sarkozy, pour vous, est-il allé trop loin avec les magistrats? Non seulement pour moi, mais pour l'ensemble des magistrats, ou pratiquement, et je crois pour l'opinion publique. Vraiment, vous savez, il peut y avoir des difficultés dans un gouvernement. On peut avoir une insatisfaction budgétaire, des difficultés. Mais M. Sarkozy a ce chic particulier de rajouter de la polémique et de l'acide dans les relations entre Français. Il déstabilise une institution aussi importante que celle de la magistrature, surtout lorsqu'on prétend, comme il le prétend, lui, avoir une politique de sécurité. Comment peut-on, à ce point, déstabiliser la police et la justice? C'est totalement irresponsable. Il a promis jeudi soir une concertation entre le ministre et les magistrats, on y croit? Les magistrats, à un moment ou à un autre, vont retourner faire leur travail, j'ai pas de doute là-dessus. Mais si vous voulez, on est en train de casser un certain nombre d'institutions de la République. Voilà, le président de la République, c'est cette attitude irresponsable, totalement gratuite, si j'ose m'exprimer ainsi. Bien, on voit bien ce qu'il y a derrière tout ça, personne n'est dupe.
depuis la grand-mère qui regarde la télévision jusqu'au procureur général à la Cour de cassation. Tout le monde sait bien qu'il essaye de faire de la récup grossière, comme il l'a fait déjà de très nombreuses fois, sur des faits divers, et d'expliquer que ce n'est pas sa responsabilité, mais la responsabilité des autres. Alors vous avez fait une lecture à l'envers un peu, où on a pu entendre les magistrats ont profité, ont exploité l'affaire Laetitia pour faire leur mouvement. On a pu entendre ça. C'est une lecture à l'envers, oui, mais par rapport à ce que vous disiez. le drame de cette jeune fille et le mouvement des magistrats, il y a le discours de M. Sarkozy. Oui, il y a le chaînon Sarkozy. Oui. Il y a le chaînon Sarkozy qui vient faire exploser toutes les situations. Je veux dire que les magistrats eux-mêmes se posent des questions sur la manière dont fonctionne leur système, que les pouvoirs publics, que le gouvernement ait un débat avec les magistrats en leur disant peut-être vous n'avez pas assez de moyens, mais vous-même, est-ce que vous êtes bien organisé, etc. Vous savez, on aura ces questions-là. Mais la manière dont on fait exploser, au lieu d'aller dans le dialogue, dans la discussion, dans la concertation, dans l'accompagnement des gens, c'est justement ça ce que les Français ne veulent plus. Et ça dépasse le problème de la gauche et de la droite. Et je ne suis pas, moi, en train d'entonner le discours corporatiste des magistrats. En l'occurrence, vous avez vu d'ailleurs que la police avait suivi le mouvement. Donc et les services pénitentiaires. Et les services pénitentiaires. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un problème de gouvernance. Bon, et vous avez comme moi, parce que vous êtes une analyste politique, vous avez suivi la séquence. Pendant 2 mois, j'essaye de rester bien calme, comme on me l'a conseillé, de ne pas en rajouter dans la polémique. Et puis dès qu'il se passe quelque chose, tout d'un coup, je ne me retiens pas, bing, j'en mets une à l'un, à l'autre, etc. Il a craqué, Qu'est-ce que c'est ça que vous voulez dire, Jean-Marie Le Guen ? Bien sûr qu'il a craqué. Voilà. Il a craqué hier soir, il nous fait une émission lénifiante ou quasiment... Ben, voilà, on voit bien les hauts et les bas, tout ça est très triste. Hein. Allez, on va passer au mardi et on va s'intéresser aux vacances de Noël de François Fillon. C'est une habile stratégie de communication. En ce mardi, Matignon apprend les révélations à venir du canard enchaîné sur les vacances de Noël du Premier ministre et décide donc d'anticiper l'information. Oui, François Fillon a bien été hébergé aux frais du gouvernement égyptien. Il a aussi bénéficié d'un vol intérieur et d'une sortie sur le Nil. Explication évidemment diversement appréciée à l'Assemblée, où se trouve alors le Premier ministre, Marion Lefebvre. Dans un souci de transparence, c'est ainsi que le Premier ministre justifie le communiqué et surtout ses vacances de fin d'année en Égypte. À peine François Fillon quitte l'hémicycle, le communiqué est publié quelques heures avant la parution du canard enchaîné. Le Premier ministre apporte des précisions. Il s'est rendu en Égypte à l'invitation des autorités locales. Il a payé son déplacement privé, mais reconnaît avoir été hébergé par les autorités égyptiennes et avoir emprunté un avion de la flotte gouvernementale locale sur invitation. Pour la majorité, ces égards sont dus au statut de Premier ministre, même dans le cadre d'un déplacement privé. Et refuser l'invitation amicale d'un pays étranger lorsqu'on est Premier ministre. Que cette invitation est lancée par le président égyptien, sur qui s'appuie la France. Est-ce que ce ne serait pas une forme d'affront à l'Égypte tout entière? Eh bien, je le dis, je pense que François Fillon a eu raison d'accepter cette invitation et qu'il aurait eu tort de la refuser. L'opposition ne le voit pas de cet œil. En pleine tempête sur les vacances tunisiennes de Michel Alliot-Marie, elle dénonce un mélange des genres. Tout ceci n'est que l'expression de relations incestueuses entre un gouvernement qui se prétend démocratique et exportateur des droits de l'homme, et puis qui les passe par profits et pertes lorsqu'il s'agit d'aller bronzer sous le soleil de la Méditerranée. Contre les jets de l'État, contre les jets des amis hommes d'affaires, contre les jets des États étrangers, tout est bon pour en fin de compte le confort de ceux qui gouvernent aujourd'hui la France. La gauche en appelle à l'éthique. Ces invitations lors de déplacements privés des ministres ne passent pas et cadrent mal avec la République irréprochable prônée par Nicolas Sarkozy. Alors Nicolas Sarkozy a dit jeudi soir qu'il n'y avait pas eu faute. Il a il a dit que son Premier ministre n'avait pas fait de faute. Vous-même au PS, vous avez été beaucoup moins virulent que sur l'affaire de Michel Alliot-Marie en Tunisie. Oui, pour plusieurs raisons. Parce qu'encore une fois, Moubarak, c'est pas Ben Ali. Et parce que
c'est vrai qu'il y a eu déjà des précédents. Mais ce que ne comprend pas ce gouvernement, je ne parle pas des attitudes plus problématiques vis-à-vis de la Tunisie, bien. Mais s'agissant d'une façon générale, moi je vois deux choses. Premièrement, les membres du gouvernement n'ont pas l'air de comprendre dans quel état vit la France et, j'allais dire, une certaine forme d'évolution des rapports. Bien. Cette affaire est arrivée à M. Tony Blair en 2003. M. Tony Blair a remboursé, non pas au gouvernement égyptien, mais à des œuvres sociales égyptiennes, le coût de son voyage lorsqu'il a été interpellé. Je dis qu'on a une évolution de l'opinion publique qui est plus exigeante, qui comprend moins un certain nombre de choses, premièrement. Deuxièmement, M. Moubarak, et j'ai dit tout à l'heure des choses qui le relativisaient, j'allais dire, le rôle politique qui a été le sien dans toute l'histoire, le rôle de M. Moubarak, depuis maintenant quelques années, mais singulièrement dans les mois qui viennent de se passer, on n'avait pas besoin d'attendre les événements pour dire... Il n'y avait aucun trouble à ce moment-là. Non, madame, mais vous avez remarqué qu'il y a eu des élections qui ont été fortement contestées. Vous avez remarqué aussi qu'il y a eu des problèmes intérieurs très forts, par exemple liés aussi à l'église copte, avec des attitudes du pouvoir qui étaient relativement ambiguës. Vous avez aussi remarqué que toutes les autorités internationales regrettaient la situation intérieure de l'Égypte. C'est-à-dire que la situation s'est profondément dégradée sur tous ces sujets-là. Et je pense que la prudence politique était de ne pas forcément aller à ce moment-là en Égypte. Bon, alors voyons la suite. Donc Nicolas Sarkozy a fixé un cadre. Il a dit qu'il faut privilégier les vacances en France. Et si on part, il faut soumettre ça à l'avis et du Premier ministre et de la cellule diplomatique de l'Élysée. C'est de l'affichage ? Oh, c'est pire que ça, c'est quasiment pitoyable. Transporter le débat de savoir si on doit aller être invité par un dictateur ou un demi-dictateur. Il faut rester, il faut rester en France ou pas rester en France, comme si le problème avait été d'aller à l'étranger. C'est pas ça le sujet. C'est comment on y va et pourquoi on y va et à quel moment on y va. Bon, et puis alors, M. Sarkozy, l'arbitre des élégances, si vous voulez, on peut comprendre aussi que le président de la République a trouvé utile d'aller, juste après son élection, passer les vacances sur le yacht de M. Bolloré. On peut comprendre que le Premier ministre ou que le ministre des Affaires étrangères ait des repères par rapport à l'éthique qui ne sont pas directement fixés dans le marbre. Voyez. C'est quand même une vieille tradition française, ces vacances de luxe. On se souvient, en son temps, de François Mitterrand, invité par Hosni Moubarak. Oui, et ça ne passe plus pour les Français. Je pense que ça ne passe plus pour les Français. Bon, premièrement. Deuxièmement, c'est pas Moubarak d'il y a 20 ans, c'est pas Moubarak d'il y a 1 mois, ou d'il y a 3 mois, ou d'il y a 6 mois. Et troisièmement, les liens entre Fillon et Moubarak n'étaient pas les liens entre Mitterrand et Moubarak. Mais voilà, et puis ça change et maintenant il y a des exigences et ces exigences, il faut les comprendre. Alors, moi, je fais plus de la politique que de la morale, si je peux me permettre. Voilà, juste de la politique au sens où on écoute ce que nous disent nos concitoyens et on regarde le monde. Alors justement, à propos des socialistes qui n'auraient guère de leçons à donner en matière de politique de République irréprochable, je vous propose d'écouter Michèle Alliot-Marie qui était dans l'hémicycle mardi alors qu'elle venait d'être encore interpellée sur ses vacances tunisiennes. On écoute. Si M. Ben Ali était infréquentable, pourquoi avez-vous attendu son départ et même 3 jours après pour l'exclure de l'internationale socialiste? Si M. Ben Ali et ses amis étaient infréquentables, pourquoi avez-vous invité mi-novembre 2 membres de son parti à Paris au Conseil de l'internationale? Et si vous êtes si attaché à la démocratie, pourquoi n'excluez-vous pas M. Gbagbo et son parti alors que M. Gbagbo bafoue la démocratie et refuse d'entendre son peuple? Bon, vous lui répondez quoi? D'abord, il vaut mieux, dans la situation où est la sienne, c'est inutile de rajouter de l'arrogance. Meilleure défense, c'est parfois l'attaque. Oui, mais pas de cette façon, me semble-t-il. En tout cas, moi, je ne reçois pas son attaque. Pour le reste, bien sûr, l'Internationale socialiste, qui était un club d'Européens, et qui a ce complexe d'être un club d'Européens, a eu parfois la main insuffisamment lourde pour exclure des gens qui, en son temps, avaient demandé leur adhésion, et tout mécanisme d'exclusion était trop lourd. Et c'est absolument clair que l'Internationale socialiste, pas le Parti socialiste français, n'a pas mis en œuvre l'exclusion qu'il aurait fallu du RCD, notamment tunisien. Voilà, avec une espèce de complexe mal placé de savoir si oui ou non un club entre guillemets d'Européens doit être ou non tolérant vis-à- -vis de partis africains. Vous reconnaissez qu'il n'y a quand même pas eu suffisamment de rigueur sur... on n'a pas été assez regardant sur l'international. Sur Laurent Gbagbo, notamment, par exemple, sur l'affaire Gbagbo?
Oui, aujourd'hui, la question de Gbagbo peut se poser. C'est encore une toute autre histoire dont on verra dans quelques semaines et dans quelques mois comment elle évolue et comment elle est jugée, y compris par les Africains. Donc vous vous sentez au clair sur l'international socialiste et par rapport à ce que disait Michel Alliot-Marie à l'instant? Non, mais je ne suis pas au clair sur l'international socialiste. À partir du moment où, vous savez, les Français ont une tendance à avoir mesuré tout à leur propre... Il y a M. Tony Blair est dans l'international socialiste. Il a fait des choses avec lesquelles je suis en profond désaccord, comme l'intervention en Irak. Si vous voulez, l'international socialiste fonctionne d'une façon... Non, mais je ne vous dis pas le contraire. Je veux bien montrer... Je montre... j'allais dire, les faiblesses de cette internationale socialiste. En même temps, je pense que nous ne sommes pas, comme un certain nombre de partis membres du PPE, qui ont des facilités un peu grandes avec des partis xénophobes en Europe, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on franchit les frontières, on peut être parfois comptable, et on l'est toujours trop, de partis qui ont des attitudes qui ne sont pas positives. On voit Roland Dumas qui va s'occuper de la défense de Laurent Gbagbo, ça vous a gêné? C'est une personnalité, je veux dire... encombrante. Oui, mais vous savez bien, Roland Dumas, c'est un monsieur d'abord assez âgé et qui a un goût particulier pour la provocation. Voilà, ça fait... avec son confrère, ils étaient tous les deux à l'image de... Avec Maître Vergès. Maître Vergès, c'est les spécialistes de la provocation. Voilà. Juste une petite question rapide sur ces 3 députés UMP qui ont failli y aller à l'invitation de Laurent Gbagbo, ou en tout cas d'un de ses proches, en Côte d'Ivoire. Ce qui montre... C'est au pays in extremis, oui. par Nicolas Sarkozy. J'entends bien, mais ce qui montre simplement que la situation, indépendamment de la position qui est la mienne, qui est celle des organismes internationaux qui disent que les élections étant ce qu'elles étaient, on devait reconnaître le résultat de l'élection, et Laurent Gbagbo devait reconnaître le résultat de l'élection, indépendamment de cette question de principe, la réalité de la situation ivoirienne sera un jour, peut-être, me semble-t-il, décrite de façon plus complexe. J'espère surtout... On ne vous sent pas du tout tranché sur cette question. Mais moi, je n'ai pas... Je pense... Alors que Martine Aubry... Ça aurait pu arriver à des députés socialistes. Non, je ne crois pas qu'il y ait des députés socialistes qui, aujourd'hui, iraient voir Laurent Gbagbo, puisque, à ma connaissance, tous, quelle que soit leur position sur la situation en Côte d'Ivoire et leurs attaches plutôt du côté de Ouattara ou des attaches, j'allais dire, plus neutres ou même proches de Laurent Gbagbo, aucun d'entre eux ne s'est opposé au fait que le résultat des élections devait être validé. Aucun d'entre nous ne l'a fait. Par contre, les racines des problèmes qui existent en Côte d'Ivoire, si c'est simplement un dictateur qui surnage au-dessus d'une masse générale d'Ivoiriens, on sait bien que c'est plus complexe, quoi. Voilà. Toujours mardi, cette fois, on va au Sénat. Un nouveau président pour le groupe centriste. Après le départ de Nicolas Abou pour le CSA, c'est François Zocchetto, proche de Jean Arthuis, qui a été élu. D'habitude, ce groupe au Sénat a l'habitude de jouer les arbitres. Je vous propose de trouver cette élection et comment ça a fonctionné avec Aurélien Ramano. Il n'aura pas la tâche facile, François Zocchetto. Élu ce matin président du groupe centriste, le sénateur de la Mayenne devra préserver l'unité fragile d'un groupe soumis à des forces contradictoires. Alors, le groupe de l'Union centriste est un groupe divers. C'est ce qui fait notre richesse. La difficulté est en effet d'exprimer des positions claires et le plus souvent communes. Ni Modem, ni Nouveau Centre, François Zocchetto est membre de l'Alliance centriste de Jean Arthuis. Son positionnement pourrait satisfaire l'UMP, dont la majorité, toute relative au Sénat, a besoin de l'appui du centre pour préserver la politique majoritaire. On est dans une logique majoritaire. Il y a au sein du groupe, c'est vrai, notamment Jean Modem, qui sont dans une autre logique, ni gauche ni droite, comme Jean Arthuis. Et dans les périodes difficiles de la vie politique du centriste, c'était le Sénat qui a été un peu le signe de la reconstruction du Sénat. La reconstruction au niveau national passera peut-être par la confédération voulue par Hervé Morin et Jean Arthuis et proposée ce soir à Jean-Louis Borloo. Jean-Marie Le Guen, le Sénat, c'est toujours un objectif pour la gauche, même si on sent ici au Sénat les sénateurs socialistes qui nous disent, on a l'impression que pour Martine Aubry, c'est peut-être pas l'atout majeur ou l'enjeu majeur. L'enjeu majeur, il est normal en République, c'est l'élection du président de la République, mais le Sénat est une institution très importante et c'est vrai que la gauche, ce serait un événement historique qu'elle puisse être majoritaire, alors qu'on sait que le mode de scrutin la désavantage très largement, ce qui présuppose... On sait que ça va jouer à très peu, hein.
Paraît-il, oui. Voilà, j'ai beaucoup d'espoir et en même temps, il faut savoir être aussi réaliste. Nous verrons bien. Aude. Eh bien, on va passer au mercredi avec le texte sur la bioéthique qui arrive à l'Assemblée. Changement majeur. C'est une règle. La loi sur la bioéthique de 1994 doit être périodiquement révisée. Le texte est donc revenu cette semaine à l'Assemblée. La bioéthique, c'est un champ très vaste, des mères porteuses à la recherche sur l'embryon. Et on va le voir avec Aurélie Marciro, il n'y a pas eu dans cette nouvelle mouture d'audace particulière. Pas de révolution en vue en matière de bioéthique cette semaine dans l'hémicycle. Refuser les mères porteuses. Le débat sur la gestation pour autrui fait rage dans la société, mais le sujet n'est pas évoqué dans la loi. La grande majorité des députés y sont opposés. La discussion aura lieu par le biais d'amendements déposés par des élus verts, mais sans espoir d'évolution du texte. Refuser l'accès aux origines pour les enfants nés grâce à un don de gamètes, sperme ou ovocytes. Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, lors de la rédaction du texte, était pour, comme de nombreux députés. Finalement, revirement, la commission a repoussé cette possibilité. Les élus craignent un effondrement des dons. Concernant le don d'ovocytes, cette fois, la loi procède à quelques aménagements qui n'empêcheront certainement pas des milliers de femmes de partir à l'étranger chaque année pour bénéficier d'un don. Toujours refusé, la PMA pour les couples homosexuels. En revanche, pour les couples hétérosexuels, être pacsé suffira désormais pour bénéficier des techniques de procréation médicalement assistée. Seule audace des parlementaires, l'ouverture contre l'avis du gouvernement de la possibilité de transfert d'embryons post-mortem. Dans un temps limité, une veuve pourrait bénéficier d'un transfert d'embryon créé du vivant du père. Mais les députés de droite vont-ils aller jusqu'à voter dans l'hémicycle contre l'avis du gouvernement? À voir. Le débat entre droite et gauche reprendra ses droits sur la question de la recherche sur l'embryon. Elle reste interdite par principe, mais est toujours autorisée en pratique. La gauche veut la levée de l'interdiction, la droite son maintien. Les députés s'affronteront donc sur une question de principe. Alors Jean-Marie Le Guen, quand on ne disait pas d'audace particulière, je vous entends dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment expliquer qu'il y ait si peu d'avancées sur ce texte ? Tout simplement parce que, d'une part, il y a à l'intérieur de la droite des gens qui, pour des raisons philosophiques et en l'occurrence religieuses, sont tout à fait opposés à toute avancée dans le domaine de la bioéthique. Et un gouvernement qui, sans forcément croire à cela, a décidé, pour des raisons purement politiciennes, de faire des concessions à cette aile conservatrice. On savait que Roselyne Bachelot était plutôt pour une avancée en la matière. Voilà, je pense qu'il y avait des nuances, mais que là, ça tombe au mauvais moment. Il y a des présidentielles, il faut ménager un électorat catholique. Comment vous percevez? C'est sans doute le calcul de M. Sarkozy, mais il faut savoir, les Français ne le savent pas assez, c'est que l'interdiction de la recherche sur l'embryon, c'est non seulement des pertes de chance pour des malades, mais c'est une perte de chance pour notre pays de façon considérable en matière de recherche. Nous sommes en train de nous priver véritablement d'un des rôles majeurs de la France, c'est-à-dire de découvreur dans les sciences du vivant. Et là, nous sommes en train... La recherche sur l'embryon est possible avec dérogation. Oui, mais c'est dire qu'elle est instable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas véritablement, quand vous êtes une équipe de chercheurs, voire des laboratoires, installer dans la durée la certitude que vous allez pouvoir planifier. À chaque fois, il faudra passer des mois pour discuter avec des commissions qui peuvent être à un moment ou à un autre sensibles à la position du gouvernement, et on ne sait pas qui c'est. Donc, si vous voulez, c'est vraiment... Non, mais c'est très, très grave. On discute. C'est à la fois une question de principe, parce que c'est vraiment de l'obscurantisme qui est édicté dans la loi française, hein, l'obscurantisme, le retour de l'obscurantisme. Et deuxièmement, c'est véritablement une perte de chance pour les malades et une perte de chance pour la recherche française. Donc je lève un tout petit peu le ton, parce que je dois vous dire que c'est une décision très grave. Sur les autres aspects des mœurs, moi... Les choses n'ont pas changé. Les choses sont totalement bloquées. Donc c'est au Parti Socialiste aussi. Il y a eu des débats au Parti Socialiste. Bien sûr qu'il y a des débats. Les choses ne sont pas... pas d'accord, surtout. Non, sur la recherche sur l'embryon, tout le monde est d'accord. À gauche, tout le monde est d'accord. Sur les questions touchant aux mœurs, il y a des débats parce que il y a des interprétations. On peut avoir les mêmes valeurs et avoir une lecture opposée, par exemple sur le don de gamètes. Vous avez... Moi, j'étais pour. Le Parti socialiste a reculé sur la question. Oui, absolument, parce que
je ne suis pas sur cette position. Moi, je suis sur une position, une ouverture très structurée, on va dire, très contrainte, parce que je comprends la crainte de la marchandisation, ce qui est vraiment un problème tout à fait important. Je pense qu'on peut le bloquer. Je ne crois pas à l'idée qu'il faut développer une théorie générale du risque de la marchandisation. C'est-à-dire qu'on a des verrous, ça va, c'est pas la peine de construire des murs, des enceintes, etc. Je pense que les verrous suffiraient largement à éviter cela. Et à contrario, on ne reconnaît pas, au nom de cette crainte, à mon avis, exagérée, on ne reconnaît pas le droit à des femmes qui sont dans l'impossibilité de porter l'enfant. Par exemple, elles n'ont pas d'utérus pour des raisons y compris médicales, notamment médicales, tout simplement d'avoir un enfant avec les ovocytes qui sont les siens et le sperme et les spermatozoïdes de son conjoint. Donc voilà, je trouve ça dommage que le Parlement n'avance pas, mais vous avez raison de dire que là-dessus, le Parti socialiste, pour des raisons que je comprends, mais pour des raisons que je ne partage pas, a pris cette position. Très très rapide comme réponse. Il n'y aura plus de révision des lois bioéthiques, ça a été abandonné. C'est pas une très mauvaise décision? Non, je pense que c'est une bonne chose, paradoxalement, parce que je pense que nous serons de plus en plus dans la bioéthique. C'est-à-dire que... Raison de plus pour l'encadrer et avoir des discussions. Je pense que nous serons amenés, dans pas longtemps, à avoir une loi annuelle, comme il y a des lois de financement, si vous voulez, on dit la finance. La science est en train d'exploser. On parle là beaucoup de la génétique autour de la problématique de la bioéthique, ou des greffes, ou de la fin de vie. On va bientôt parler des neurosciences. C'est un débat qui va exploser parce que la science est là et j'espère que la France, j'ai quelques craintes avec ce gouvernement, mais j'espère que la France prendra aussi ce virage. Il y a des explosions scientifiques qui vont poser des questions éthiques. Et il y aura donc des lois incontournables. Oui, ça, on rediscutera beaucoup de bioéthique dans les années qui viennent. Et peut-être pour la prochaine élection présidentielle, on peut parler un peu avec vous de l'élection présidentielle, Jean-Marie Le Guen, et plus précisément de ce signe venu de Washington. C'est le magazine Le Point qui consacre sa une à Dominique Strauss-Kahn, et on apprend par la voix de son épouse Anne Sinclair qu'elle ne souhaite pas un second mandat de son mari à la tête du FMI. Jean-Marie Le Guen, vous qui êtes un proche de Dominique Strauss-Kahn, alors il va y aller? Je l'espère. Et je crois qu'il y a un certain nombre de signes qui montrent que les éléments que l'on donnait, sur lesquels il ne pourrait pas venir, et notamment, par exemple, parce que Anne Sinclair n'y serait pas favorable, etc., bon, qui était tout un tas de rumeurs entretenues par certains, eh bien, je pense que Anne, d'un certain point de vue, pas complètement d'ailleurs, puisqu'elle parle de Washington et de Paris, elle ne parle pas des fonctions, a quand même assumé un certain nombre de choses pour sa part, qui sont un signe fort. On sait que Anne Sinclair est à la fois une journaliste et une commentatrice politique très, très fine, et donc lorsqu'elle s'exprime, il faut l'écouter. Oui, on sait surtout que Dominique Strauss-Kahn ne peut pas s'exprimer et qu'il fallait trouver quelqu'un pour s'exprimer, donc c'est Anne Sinclair. Oui, mais en même temps, je pense que... Non, c'est pas donc. Je pense que, par ailleurs, Anne Sinclair peut s'exprimer plus facilement, elle s'exprime. Mais je ne crois pas qu'il y ait... Je pense qu'il faut... Dans tous les commentaires que j'ai entendus, à droite et à gauche, enfin, souvent... La plupart à droite et certains à gauche, j'ai trouvé c'était empreint d'un certain machisme où, en gros, l'épouse n'avait pas le droit de s'exprimer. Enfin, je me retrouvais dans une autre époque. Le contraire, c'est pas un peu macho de passer par sa femme pour sa propre carrière. Mais je pense que c'est une lecture c'est pour ça que j'ai fait cette insiste, cette lecture est erronée. Ouais. Je veux dire que Anne Sinclair est une personne que vous connaissez, puisqu'elle était très visible pour tous les Français. Elle a sa personnalité et donc elle a exprimé quelque chose peut-être en soutien aussi, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'on est à côté qu'on est instrumental. Vous avez entendu ce qu'a dit François Hollande? Moi, je m'exprime par moi-même et je suis clair sur mes intentions. Ça veut dire qu'il ne s'exprime pas par lui-même, qu'il n'est pas clair sur ses intentions. Vous comprenez que ça puisse quand même agacer cette façon de tergiverser, de ne pas dire qu'on y va? Non, il ne tergiverse pas. Tout le monde sait qu'il y a d'une part un calendrier démocratique. La République, c'est les élections dans 14 mois, la campagne électorale dans 12. Le Parti socialiste qui a anticipé un calendrier aura des primaires à l'automne, et tout le monde sait que Dominique Strauss-Kahn s'exprimera au début de l'été. Il dira ce qu'il fait, ce qu'il... vraisemblablement, puisque vous savez que le dépôt des candidatures pour les primaires, c'est entre le 28 juin et le 13 juillet. Donc, à un moment, on saura s'il est candidat ou s'il ne l'est pas. Donc ça, c'est tout à fait clair. Pour le reste, je trouve que parmi les commentaires que je trouvais un peu machistes et un peu désagréables, il y avait celui, effectivement, de François. Je trouve qu'en général, il a des commentaires ces derniers mois
soit un petit peu plus en phase avec la réalité sociale, et je trouve ça inutile. Et l'été prochain, c'est pas un peu tard pour quelqu'un comme Martine Aubry, par exemple? On a vu à Dakar qu'elle prenait un peu goût au statut de présidentiable. Vous pensez qu'elle va pouvoir attendre jusqu'à l'été de savoir quel sera le bon vouloir de son rival principal, rival ou allié, selon la stratégie? Je ne suis pas sûr que d'abord elle attendra avant l'été, peut-être qu'elle aura des informations avant. Et deuxièmement, c'est elle-même qui a fixé le calendrier, donc je pense qu'elle n'a pas de problème avec ça. Bon, si vous le dites. Alors on passe à jeudi, quand le Sénat détricote le texte sur l'immigration. Le Sénat vote ce jeudi en première lecture le texte sur l'immigration et en la matière, les sénateurs ont encore marqué leurs différences par rapport aux intentions du ministre. Plusieurs mesures phares ont été supprimées, comme la déchéance de nationalité pour les auteurs de crimes contre les forces de l'ordre. Tout cela nous est expliqué par Sandra Cerquera. Un travail d'assouplissement qui a commencé en commission et s'est poursuivi dans l'hémicycle. 10 jours d'examen et un texte voté mais de justesse, avec quelques changements. Et surtout un revers pour le gouvernement sur l'extension de la déchéance de nationalité. C'est ensemble que la gauche et le centre ont voté contre cette mesure voulue par Nicolas Sarkozy. Ça fait partie de ces lois, finalement, qui sont des véhicules de communication, mais qui ne servent à rien et qui, dans certains cas, pourraient créer des apatrides, ce qui est indigne. Autre modification apportée sur les mariages gris cette fois. La gauche n'en voulait pas. Finalement, l'article est conservé. Mais les sénateurs ont maintenu les 5 ans d'emprisonnement et les 15 000 € d'amende prévus dans la loi actuelle. Le droit au séjour médical pour les étrangers malades est également maintenu. C'est une des fonctions du Sénat, c'est d'être le défenseur des libertés fondamentales, de la Constitution, du droit. Très discutée en séance, la procédure de rétention des sans-papiers. Le Sénat rejette l'article qui vise à faire passer le juge administratif avant le juge des libertés. Une réforme que le rapporteur juge nécessaire. Il l'a défendue jusqu'au bout. L'avantage du texte au juge administratif, il n'est pas en contradiction avec le juge de la liberté et de la détention qui est le juge judiciaire. Donc il y a une complémentarité, d'ailleurs les deux interviennent sur des sujets totalement différents. Reste à savoir désormais si l'Assemblée nationale reviendra sur ce vote en seconde lecture. Alors on attend effectivement la seconde lecture à l'Assemblée. On a l'impression un peu que l'opposition, au sein de la majorité, l'opposition vient plus du Sénat que de l'Assemblée. C'est clair qu'à l'intérieur de la majorité, c'est clair que le Sénat a la volonté de s'exprimer, y compris à droite, c'est-à-dire chez les centristes qui appartiennent à la majorité. Peut-être, j'y vois là une certaine forme de tradition, de distance et de sagesse du Sénat. En tout cas, c'est souvent le terme qu'ils emploient pour se qualifier leur travail. J'y vois aussi peut-être la pression d'une gauche qui serait aux portes de prendre la présidence du Sénat et certains ne veulent pas les élections approchant. Voilà, la peur est souvent bonne conseillère, vous voyez. Donc, la peur d'une majorité potentielle de gauche amène peut-être certains sénateurs à vouloir. Nous avons notre indépendance, voilà. Mais c'est leur jeu et c'est bien normal. Et en tout cas, la démocratie et en l'occurrence l'honneur de la France y gagne. Cette deuxième lecture à l'Assemblée nationale, la gauche, on peut l'attendre un petit peu. Est-ce qu'elle va se mobiliser comme c'était le cas en première lecture à l'Assemblée? Ah oui, bien sûr. Malheureusement, comme vous le savez, nous ne sommes pas majoritaires. Hein. Donc, mais auprès des associations qui avaient manifesté, etc. On verra dans la rue. Je pense que oui. Dans la rue, oui, peut-être, sûrement, mais aussi au Parlement, ce qui est quand même notre première tâche. Vraiment, ça fait beaucoup de mal à la France. C'est un peu comme l'affaire des magistrats. C'est des trucs totalement qui blessent un certain nombre de gens et qui blessent l'image de la France. C'est des faux problèmes, des fausses polémiques, en l'occurrence plus graves certainement sur l'affaire des étrangers que sur l'affaire des magistrats. Les magistrats voudront bien excuser mes propos, mais plus grave, j'entends, dans la blessure et les conséquences humaines, pas forcément dans les conséquences institutionnelles. Mais voilà, c'est très...
on perd son temps, c'est des polémiques inutiles, la France n'avance pas. C'est vraiment, il faut rassembler les Français. On a besoin aujourd'hui d'être solidaires, d'avancer. On voit bien que des grandes échéances sont là, que nous sommes plutôt en retard, qu'il faut saisir cela. Et là, vraiment, c'est vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie perdue et une image de la France écornée. Allez, on va passer à jeudi soir. Nicolas Sarkozy était face aux Français sur TF1. Un grand oral, peu d'annonces, si ce n'est peut-être sur la lutte contre le chômage. 500 millions d'euros débloqués, notamment pour les contrats aidés. On écoute tout de suite le président de la République et on réagit juste après avec notre invité. Nous avons décidé avec le Premier ministre, aujourd'hui, au budget du ministre de l'Emploi, 1,5 milliard d'euros. Pour consacrer ce budget sur 2 catégories de Français qui ont besoin qu'on les aide. Les chômeurs de longue durée. Nous allons dégager cet argent qui va nous permettre de faire recevoir dans les 3 mois tous les chômeurs de longue durée. Et de proposer à tous les chômeurs de longue durée soit une formation qualifiante, soit un emploi. Ah, Jean-Marie Le Guen, avec cette annonce pour les emplois aidés, c'est quand même un petit bon point que vous pouvez lui accorder à Nicolas Sarkozy, non ? On connaît cette politique. C'est la politique que Nicolas Sarkozy a critiquée de façon radicale en disant vraiment les emplois aidés, c'est la négation de ce qu'il faut pour l'économie. D'ailleurs, il les a massivement supprimés pendant les 4 premières années de son mandat. Et là, parce que sa politique, par ailleurs, est un échec, et qu'il est à la veille des élections, il va faire des contrats aidés, c'est-à-dire qu'on va creuser du budget pour faire un emploi. Alors, pour les personnes qui vont être en contrat aidé, moi je trouve évidemment ça positif, mais c'est vraiment la sanction de l'échec économique de sa politique. Voilà, c'est tout sauf une politique d'avenir. Bon, moi j'aurais pas eu cette attitude, j'aurais géré la problématique des emplois aidés, si vous voulez, d'une façon moins brutal qu'il ne l'a fait lorsqu'il est arrivé au pouvoir. C'est une erreur ce qu'il a fait ? Oui, bien sûr, c'est un mépris du social. Donc c'est une récupération hier soir, en fait, il a voulu... Bien sûr, il se récupère en dernière année, il remet en place la politique qu'il a honteusement et largement critiquée au début de son mandat. Bon, il compense très bien, parfait, mais en même temps, c'est l'échec de sa... Moi, ce qui m'a frappé dans tous les interviews de M. Sarkozy, à quoi il croit, M. Sarkozy ? Est-ce qu'il croit à sa propre politique ? On ne voit pas le sens de là où il va. Et je l'ai trouvé même dans la forme, d'ailleurs, beaucoup moins dynamique qu'il ne l'était précédemment. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cet homme s'endort, sauf quand il se réveille pour lancer une polémique. Mais c'est pas comme ça qu'on gouverne la France. Oui, sur la forme, vous diriez quoi pour cette émission de jeudi soir ? Oh, c'était barbant, hein. Vous avez regardé jusqu'au bout, quand même. Avec difficulté, hein. Quand Jean-Luc Mélenchon dit « j'ai regardé un quart d'heure et puis j'ai arrêté ». Oui, je le comprends. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon ne sait pas faire les efforts nécessaires pour mieux combattre Sarkozy, il fallait rester un petit peu plus longtemps. Il y avait quand même un panel de gens qui avaient de réels problèmes et finalement, c'est une idée de confronter comme ça les Français face à un président de la République. C'est pas une formule à garder ? Bon, c'est quand même pas une formule très innovante, hein, très honnêtement. François Mitterrand l'avait lui-même fait il y a quelques années, et donc ça nous rajeunit pas complètement. Et Jean-Marie Pernaut non plus. Donc, Jean-Pierre. Pardon, Jean-Pierre. C'est pas grave. Jean-Marie, c'est vous. Jean-Marie, c'est moi. Voilà. Je connais un autre Jean-Marie Pernaut. Mais voilà, ça montre quand même, je pense que, personnellement, je pense que nous sommes à la fin du système Sarkozy. C'est-à-dire que les ficelles qui consistent à agiter l'opinion sont maintenant connues de tous. Les ressorts de sa politique, les ressorts idéologiques de sa politique ont été mis en échec. Et je pense qu'il a un problème fondamental de trouver un second souffle, comme il n'a pas su trouver un nouveau souffle pour son équipe gouvernementale à l'automne. Jean-Marie Le Guen, on a parlé de beaucoup de choses dures dans cette émission. Je peux vous conseiller peut-être une petite exposition, si vous en avez le temps, c'est en tout cas jusqu'au 23 mai, c'est dans les jardins du Luxembourg, les œuvres du peintre allemand de la Renaissance, Lucas Cranach. C'est, je le disais, il y a déjà beaucoup de monde. Aude, vous vouliez finir peut-être sur une petite question. Oui, j'ai une petite curiosité. Cette semaine, vous avez dit que vous verriez bien un grand ensemble immobilier sur l'avenue Foch. Alors, on revient au fond de c'est quel mot je vous ai piqué? C'est un peu provocateur. C'est quoi? Ça a le goût de la provocation, mais ça a la texture du sérieux. J'ai fait un texte d'une quinzaine de pages où j'explique que le logement en Ile-de-France est une véritable bombe
qui va exploser, qui explose tous les jours, et qu'il faut donc prendre des mesures tout à fait radicales. Avec, vous me réinviterez pour en parler, et simplement... L'ouest de Paris doit participer, effectivement. Alors Bertrand Delanoë a dit qu'il vous a une entière confiance sur les questions de santé, c'est un domaine, mais que pour le logement... Bon, c'était pas encore ça. Voilà. C'est pas grave, parce que mon idée, c'est de voir un peu plus loin aussi. Oui, on a cru comprendre. Merci Jean-Marie Le Guen. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Il était notre invité cette semaine. Et puis nous, Mickaël, on se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Même Merci. Même heure. Au revoir.